Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Green Univers en partenariat avec Clean Horizon. Alors, notre thème ce matin est vraiment au cœur de l'actualité puisque nous allons parler de l'impact de la hausse inédite des prix de l'énergie et notamment de l'électricité sur le stockage, les services systèmes et sur l'hydrogène de sources renouvelables. Alors, pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir nos trois experts de la matinée. D'abord, Aymeric de Vigan, donc, qui est vice-président Power de Kepler. Kepler, spécialiste des données et de l'analyse des marchés des matières premières, qui vient d'arriver sur le marché de l'énergie en rachetant justement la société créée par Aymeric de Vigan, Core-I. Avec lui, Michael Salomon, fondateur et président de Clean Horizon. Clean Horizon, qui est une société spécialisée sur les marchés du stockage et qui a aussi développé une expertise hydrogène renouvelable. Et puis Maël Lagarde, Maël qui est depuis le mois de septembre le nouveau gérant et directeur général du développeur et producteur d'énergie renouvelable VSB Énergie Nouvelle, qui gère plus de 800 mégawatts d'actifs éoliens et solaires et qui veut devenir un énergéticien à part entière. On aura l'occasion d'en parler. Alors, une précision, vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Vous pouvez poser des questions via la plateforme, via le module discussion ou questions et réponses. Nous en prendrons peut-être certaines au fil de l'eau, mais sinon, nous essaierons surtout de les garder pour la dernière partie de ce webinaire qui dure 1 heure. Et donc, nos intervenants pourront vous répondre dans cette dernière partie. Alors, on va tout de suite commencer avec le contexte énergétique, avec une hausse des prix, comme je le disais, absolument inédite, qui a commencé avant la guerre en Ukraine, qui s'est accélérée évidemment depuis. Donc, Aymeric de Vigan, je vais vous donner la parole. Aujourd'hui, où en est-on et quelles sont un peu les perspectives que vous voyez du côté de chez Kepler? Merci, bonjour à tous. Merci Patricia pour l'introduction et merci Patricia et Mickaël pour l'invitation. Ravi de pouvoir aujourd'hui vous parler un petit peu des différents éléments de cette crise énergétique et de son impact sur le stockage. Je vais volontairement parler vite puisqu'on a quelques contraintes de temps et on aimerait bien pouvoir prendre toutes vos questions en espérant qu'elles soient nombreuses. Ce que je vous propose aujourd'hui, avant de finalement essayer de donner des perspectives sur l'évolution des prix de l'énergie et des services systèmes, c'est de faire un rapide retour sur cette crise, sur les différents éléments qui ont mené à cette crise énergétique et de le faire par le prisme du merit order électrique. Vous inquiétez pas, c'est un mot un petit peu barbare, mais je vais essayer de le simplifier. Donc, ici, une présentation schématique du monde d'avant. Vous le savez, on l'a beaucoup entendu. Le principe de fixation du prix de l'énergie, c'est le prix est fixé par le prix de la dernière centrale appelée. Donc, finalement, c'est très simple. C'est l'intersection de l'offre et de la demande. Ici, vous avez l'offre en gris, les fameux escaliers donc, qui sont empilés en fonction de leur coût marginal. Le renouvelable a un coût marginal nul. Le nucléaire a un coût marginal très faible. On peut en discuter, mais le coût marginal reste faible. Et puis, dans le monde d'avant, on avait les centrales gaz qui étaient plus compétitives que les centrales charbon, grâce en particulier à la hausse du prix du CO2 qu'on avait pu constater ces dernières années. Et finalement, à ce niveau-là, la demande que j'ai schématisée ici avec cette droite verticale rouge croisait l'offre à un prix qui satisfaisait à peu près tout le monde. Alors, on peut discuter sur le fait de ce que veut dire satisfaire, mais on avait des prix qui tournaient, qui végétaient autour de 50 € par mégawattheure. Et finalement, les choses ne se portaient pas trop mal. Notre transition énergétique était plutôt en route et on arrivait à avoir des perspectives plutôt optimistes pour le futur. La crise nous a frappé finalement en 2 temps. Le premier temps, c'est la hausse des prix du gaz. La hausse des prix du gaz au printemps 2000, on va dire qu'elle a commencé au printemps 2021 et puis qui s'est forcément accélérée suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine. À ce niveau-là, on n'est pas encore dans une crise de mégawatts, on n'est pas encore dans une crise de sécurité d'approvisionnement. On a juste, entre guillemets, du gaz qui devient plus cher, donc de l'électricité produite à partir de gaz qui devient plus cher, qui devient moins compétitif que le charbon au détriment des émissions de CO2. Et donc, bien sûr, le prix qui se positionne à un prix plus élevé. Pourquoi le gaz devient plus cher? En particulier parce qu'il y avait une forte compétition avec l'Asie pour faire venir du GNL des États-Unis pour remplir à nouveau les stockages et compenser les ruptures d'approvisionnement qu'on pouvait constater depuis la Russie.
Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape de la crise, c'est la fameuse crise du nucléaire dont on entend beaucoup parler en ce moment. Là, à partir de ce moment-là, vous voyez les escaliers gris se décalent vers la gauche. Là, on commence à s'inquiéter, non seulement d'avoir des prix élevés, mais aussi potentiellement de pouvoir manquer de capacité de production en électricité. Donc, c'est le fameux terme sécurité d'approvisionnement qui revient sur le devant de la scène et est à risque. À partir de là, les prix, finalement, dans l'absolu, si vous constatez les prix sur les différents marchés, restent au niveau du coût marginal des centrales gaz, mais on se rapproche de cet escalier à droite dont je n'ai pas encore parlé, qui est le no man's land, permettez-moi l'expression, mais des moyens de pointe, où là, on sait qu'on va devoir recourir à des moyens extrêmement coûteux pour pouvoir satisfaire la demande, ou bien pour faire baisser la demande, c'est les fameux effacements dont peut-être Mickaël vous parlera un petit peu. Donc voilà l'état des lieux finalement de cette crise qui amène une hausse des prix, mais aussi des risques sur la sécurité d'approvisionnement. Et quand il y a des risques sur la sécurité d'approvisionnement, forcément, ça construit des primes de risque sur les marchés qui font que parfois les prix sont finalement exagérés par rapport à ce qui devrait être. Donc en pratique, l'impact, je pense que vous le connaissez tous. Vous voyez cet historique des prix depuis janvier 2020. Alors, janvier 2020, c'est une année un peu particulière. Avec le Covid, les prix s'étaient forcément effondrés. Mais même si vous regardez, à cause de la baisse de la demande, mais si vous comparez les prix qu'on peut voir actuellement par rapport aux prix qu'on a connus en 2021, ils ont été multipliés par un facteur 2, 3, 4, 5. Ça dépend un petit peu des heures. Et surtout, ce qu'on peut constater, c'est une très, très forte volatilité. Ici, j'ai représenté les prix au pas journalier. Au pas horaire, elle est encore plus importante puisque la taille des marches des escaliers que je vous ai présentés dans les diapositives est de plus en plus importante. Et donc, quand on passe de la marginalité d'une centrale gaz à la marginalité renouvelable sur les marchés, les prix peuvent varier de 400 ou 500 euros d'une heure à l'autre sur les marchés. Donc ça, c'est pour les marchés de l'énergie. Sur le marché des services systèmes, parce qu'il y a des liens en termes de coûts d'opportunité, l'impact est finalement le même. On voit une hausse très, très importante du prix de la FCR en particulier. Ici, j'ai représenté la France et l'Allemagne. Vous voyez qu'au-delà de la volatilité qui est en forte hausse de ces prix-là, le niveau absolu est clairement en forte hausse. Donc, la question, ce constat finalement étant posé d'une crise aiguë à la fois sur les prix de l'énergie, sur le prix des services systèmes, donc sur la sécurité d'approvisionnement. Quelles sont les perspectives à court et à moyen terme? Alors, je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse. On peut, je crois, je pense qu'on sera tous d'accord, on peut éliminer l'idée d'un retour au monde d'avant sur les marchés du gaz. Non seulement certains pipelines ont explosé, non seulement il y a la guerre, mais finalement en termes brutaux assez commerciaux, la Russie aujourd'hui n'a pas montré qu'elle était un partenaire fiable. Donc je pense qu'on n'est pas prêt de revoir des importations de gaz très significatives depuis la Russie. Quels sont les risques sur une pénurie de gaz? Vous commencerez à en entendre certainement parler dans les journaux dans les jours qui viennent. Ils paraissent aujourd'hui plutôt limités sur l'hiver, en particulier sur la partie l'ouest de l'Europe, Espagne, France, qui ont des niveaux de stock qui sont très élevés, qui ont des terminaux GNL et qui finalement aujourd'hui se retrouvent quasiment dans une situation d'excédent de gaz. On voit les marchés très court terme du gaz en France et en Espagne qui commence à s'effondrer. Et on a appris ces derniers jours que l'Espagne allait commencer à refuser des cargaisons de GNL. Donc, les risques de pénurie de gaz aujourd'hui, ils semblent extrêmement limités, d'autant plus que ça, encore un phénomène que vous avez dû tous constater, le début de l'hiver gazier commençant le 1er octobre, le début de l'hiver est extrêmement clément, avec des températures très élevées qui font qu'on n'a absolument aucune demande de chauffage électrique à travers l'Europe. Quasiment aucune demande, j'exagère. Troisième point, quels sont les risques d'une pénurie d'électricité? Ils sont non nuls, je dirais même qu'ils sont probables de manière très sporadique, en particulier en cas de vague de froid. Pourquoi? Parce que le retour des centrales nucléaires sur le réseau impacté par ce fameux aléa, la corrosion sous contrainte, est retardé. Chaque jour, EDF nous annonce des nouveaux retards sur la reconnexion de ces centrales sur le réseau et la situation ne semble pas prête de s'améliorer, puisque la grève a un impact extrêmement négatif là-dessus. EDF fait face à un planning qui est quand même extrêmement compliqué et chaque journée de grève désorganise ce planning de maintenance. Donc, cette pénurie d'électricité, elle est
possible, elle est envisageable. Elle sera très probablement concentrée sur certaines heures ou certains jours. Il est peu probable d'avoir des coupures d'électricité tournantes pendant des semaines et des semaines pendant l'hiver, à moins bien sûr d'un aléa météo exceptionnel. Maintenant, les deux derniers points dont je voulais parler, qui sont peut-être les moins certains, les points sur lesquels on se pose le plus de questions, c'est une possible baisse de la consommation. On entend souvent parler du terme destruction de demande liée à un signal prix. Cette destruction de demande, on la constate aujourd'hui sur les marchés du gaz. Elle est très significative. On parle de plusieurs pourcents, voire plusieurs dizaines de pourcents dans certains pays, avec toute la prudence nécessaire sur le fait qu'on soit encore assez tôt dans l'hiver gazier. Il faudra voir comment les choses se passent au moment où la demande en chauffage démarrera. Mais la grosse incertitude aujourd'hui, c'est de savoir quel va être l'impact des prix de marché finalement sur la consommation électrique. La France et d'autres pays ont mis en place beaucoup de mécanismes de protection des consommateurs et des consommateurs résidentiels et professionnels. Donc, on peut s'imaginer que l'impact ne sera pas gigantesque. Néanmoins, on entend parler de fermeture d'usines aujourd'hui, donc on risque de voir une destruction de demande. Et puis, par-dessus ça, s'ajoute le fameux signal EcoWatt, dont on entend, signal qui existe depuis des années pour certaines régions, mais dont on entend de plus en plus parler, et dont aujourd'hui on maîtrise mal l'impact concret sur la consommation électrique et donc forcément sur les prix de marché. Et donc, le dernier point, c'est l'impact des mesures réglementaires. Il y a énormément de discussions qui sont en cours aujourd'hui à la Commission européenne. Il n'y a pas vraiment de consensus. On devrait avoir des informations aujourd'hui. Les différents éléments qui sont sur la table sont autour d'une limitation du revenu de certains producteurs. Ça ne devrait pas impacter directement le marché. Ça pourrait impacter les business models des producteurs, mais pas directement les prix du marché. Et le gros sujet, c'est le cap sur le prix du gaz. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'accord entre tous les pays européens. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle est la probabilité de voir un cap sur le prix du gaz implémenté dans les toutes prochaines semaines. Donc, je termine rapidement en vous présentant quelques scénarios d'évolution des prix. Sans surprise, sur la partie énergie, donc sur les prix de gros de l'électricité, on s'achemine vers une baisse. On s'achemine vers une baisse pour deux raisons. Le prix du gaz est en baisse, sera en baisse dans les années futures. Et puis, on envisage, j'ai dit deux éléments, ce n'est pas vrai, il y en a trois finalement. Donc, il y a les prix du gaz. Le deuxième élément, c'est la disponibilité nucléaire qui devrait finir par s'améliorer. Les choses devraient bien progresser à ce niveau-là. Et puis, le troisième point qu'on oublie trop souvent, et je l'ai moi-même oublié, c'est aussi le renouvelable. Le renouvelable a un impact baissier sur les prix. Toute connexion au réseau de nouveaux projets renouvelables a potentiellement un impact baissier sur les prix. Néanmoins, ce que vous voyez, c'est que dans nos projections, aujourd'hui, on n'envisage pas de prix qui redescendent sous les 100 € par mégawattheure à moyen terme. Je finis avec un graphique sur l'évolution possible du prix des services systèmes, du prix de la FCR. Ici, j'ai présenté les scénarios de FCR. Alors, j'ai volontairement pas mis les légendes pour des raisons de confidentialité, puisque c'est des études qu'on mène pour certains de nos clients. Le message ici, c'est que le prix de la FCR en gris que vous voyez à gauche s'est envolé ces dernières semaines, ces derniers mois, même cette dernière année. En fonction des scénarios de pénétration du stockage, ce prix de la FCR va se maintenir ou non à des niveaux élevés. En bleu, vous avez un scénario avec un stockage qui reste au niveau actuel. Vous verrez qu'on aura quand même une baisse du prix de la FCR qui sera concomitante avec la baisse des prix de l'énergie, puisque les deux sont intimement liés. Et les autres scénarios, en particulier le orange, qui est un scénario qu'on a construit avec Clean Horizon, présente l'évolution des prix de la FCR avec une augmentation des capacités de batterie installées sur la France. Et vous voyez que là, on est vite dans un phénomène de cannibalisation où les prix de la FCR reviennent à des niveaux qui sont extrêmement bas. J'ai fini pour cette partie-là, donc je prendrai avec plaisir vos questions et puis je passerai la main à Maëlle et Mickaël qui vous présenteront la suite.
Alors, merci beaucoup, Aymeric, effectivement, pour cette présentation. Donc, des prix qui vont certes baisser, mais qui vont quand même rester à un niveau nettement supérieur à ce qu'on avait connu d'après vos prévisions, puisque vous avez parlé d'un cap de 100 euros le mégawattheure. Alors, Maëlle, je vais vous demander tout de suite une réaction, puisque vous développez, vous exploitez, vous êtes producteur donc d'énergie renouvelable. Vous gérez aujourd'hui 800 mégawatts d'actifs éoliens et solaires, et vous avez l'ambition d'accélérer fortement, puisque vous visez 1 gigawatt en 2025, que ce soit pour vous-même ou pour compte de tiers. Donc, bien sûr, vous surveillez l'évolution des prix de l'énergie, j'imagine, de très près, puisque vous vendez aujourd'hui une partie de votre production sur le marché. Donc, quelle est un peu votre réaction et face à cette forte volatilité que l'on constate, comment est-ce que vous réagissez? Oui, merci Patricia pour l'invitation. Merci Aymeric pour également cette première partie dédiée au marché de l'électricité qui sont vraiment désormais au cœur de notre stratégie en tant que développeur. C'est vrai que jusqu'à présent, il y a quelques années, le cadre des prix était relativement fixe et nous, on travaillait essentiellement sur le signal ressources, sur les aspects techniques. Désormais, le signal prix est vraiment au cœur de notre stratégie. Les objectifs, pour nous, ils sont pluriels. Premier, suivre les évolutions à long terme, puisque aujourd'hui, on a la nécessité d'avoir des business plans qui sont sur 20 ans, 30 ans, et donc au-delà des périodes classiques de 15 ou 20 ans qu'on peut avoir sur des obligations d'achat ou des compléments de rémunération. Donc, la nécessité d'avoir une vision sur ces prix d'électricité à long terme, une vision également à moyen terme, à 1 ou 3 ans, pour réaliser des arbitrages et fixer les prix, puisque sur les actifs qui sont sortis, par exemple, d'obligations d'achat, c'est un moyen d'aller optimiser la valeur générée par ces actifs. Et puis nous, après, on a un enjeu aussi à développer des nouveaux modèles. Ça nous incite à développer des nouveaux modèles pour venir donner de la visibilité dans un marché qui est extrêmement volatile. Et donc de venir réfléchir à des solutions typiquement de corporate PPA. Ces signaux prix, ils créent également des opportunités nouvelles. Je pense à tous les sujets relatifs à l'autoconsommation. Donc, on a une vraie appétence de la part des consommateurs à essayer de limiter cette hausse des coûts et cette volatilité qui peut, on l'a vu, amener certains gros consommateurs à mettre en berne leur activité sur une période donnée. Et ensuite, ça nous incite également à réfléchir à de nouveaux modèles de management de l'énergie. C'est vrai que jusqu'à présent, on était sur un modèle assez simple d'injection à 100% sur le réseau. Aujourd'hui, ces prix nous incitent à réfléchir à des modèles alternatifs tels que la production d'hydrogène, le stockage de l'énergie, voir dans quelle mesure on peut participer au service système. Alors, service système par l'intermédiaire des actifs renouvelables en tant que tels. Alors, ce n'est pas aisé dans le sens où on maîtrise que très peu les niveaux de production, mais la brique stockage permet aujourd'hui d'envisager plus sereinement ces services systèmes. Ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est qu'on est invité de plus en plus en tant que producteur à être confronté au marché. On avait jusqu'à présent donc les parts qui sortaient d'obligations d'achat à l'issue des 15 ans. On a désormais les parcs en complément de rémunération qui sont également confrontés à ces sujets marchés. On a les mesures d'urgence qui ont été mises en place de 18 mois qui sont une exposition pure au marché pour essayer de couvrir l'augmentation des CAPEX. Et de plus en plus, on réfléchit à voir dans quelle mesure on peut financer des actifs Greenfield par l'intermédiaire de solutions marché. Donc, désormais, on a des arbitrages à faire entre typiquement se positionner sur des appels d'offres ou aller chercher des solutions sur le marché, des solutions de gré à gré. Le point également important par rapport à ces sujets énergie et vente sur le marché, c'est également quelle option de financement. On y viendra très certainement avec Michael, mais comme l'a souligné Aymeric, on est soumis à une très forte volatilité
des prix avec des pronostics à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans qui varient quand même. Et donc, dans quelle mesure aujourd'hui on arrive à financer ce type d'installation? Quelles sont les conditions? Voilà, ça fait partie des enjeux qu'on rencontre. Et donc, du coup, peut-être une première question que je pouvais avoir auprès de Aymeric, c'est dans quelle mesure la volatilité des prix que tu mentionnais, et également donc, sur le marché de gré à gré de l'électricité, mais également sur le marché des services systèmes, stimule, entre guillemets, les investissements et le choix de développeurs de mettre en place ce type de débouchés pour leur électricité. Voilà, c'est une première question. Alors, c'est presque une question pour Mickaël, plutôt sur la manière dont la volatilité stimule le stockage. Avant de lui laisser la parole, ce que je peux dire, c'est que la volatilité, elle est hyper intéressante pour les acteurs qui ont du stockage. Elle est moins intéressante pour les acteurs qui vont développer des systèmes de production d'énergie. Et c'est vraiment le point fondamental et le point intéressant de ce webinaire, d'ailleurs, c'est qu'on peut se rencontrer et on essaie de faire bien la différence entre les marchés de l'énergie et les marchés de la flexibilité. Donc, si je devais répondre simplement, la volatilité, ce n'est pas forcément très bénéfique pour des investissements énergie. La volatilité, c'est par contre assez intéressant pour des investissements dans la flexibilité. Alors, merci, c'est effectivement un des points qu'on va aborder maintenant avec Mickaël. Donc, la transition est toute faite. Alors, peut-être juste une petite… il y a des questions qui arrivent. Alors, je vous avais répondu, nos experts ont répondu en direct à certaines. Juste, on nous a demandé une précision sur ce qu'était la FCR. Donc, Mickaël, peut-être effectivement rappeler que c'est le nouveau nom réserve primaire, puisqu'effectivement, on a utilisé un peu les sigles. Donc, juste peut-être repréciser un peu cela. Et puis, Mickaël, je te propose d'enchaîner effectivement avec justement l'impact de cette forte volatilité et de l'évolution des prix sur les business models stockage et hydrogène vert. Très bien, enchanté. Alors, c'est moi qui passe les slides, on est d'accord? Pas entendu. Et c'est moi qui les passe? Oui. Oui, très bien. Du coup, je vais les passer. Enchanté, moi, c'est Mickaël Salomon. Donc, je dirige Clean Horizon que j'ai créé il y a maintenant 13 ans. Et on est une société de consulting 100% spécialisée sur le stockage et on agit comme des consultants one-stop shop, c'est-à-dire qu'on prétend répondre à toutes les questions sur le stockage d'énergie sans exception. Et normalement, vous devez peut-être voir mon écran environ maintenant. Voilà. Voilà. C'est pas mal là. Voilà. C'est parfait. Et je vais même le mettre comme ça vous verrez mieux. Voilà. C'est bien comme ça? C'est parfait. Très bien. Du coup, donc nous, on est aujourd'hui une vingtaine de personnes. On est basé à Paris. Et en effet, donc, à Paris et à Miami, parce qu'on a aussi des activités en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, surtout, voilà, principalement. Donc, du coup, je vais reprendre en fait le point qui a été dit. En effet, la volatilité, ça intéresse les investissements dans la flexibilité et notamment des investissements principalement du stockage d'ailleurs, qui sont capables tout simplement d'acheter quand c'est pas cher et de vendre quand c'est cher. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de donner quelques éléments pour traduire en fait en termes peut-être un peu plus sonnants et trébuchants, virtuellement en tout cas, ce que disait Aymeric en termes de business plan. Et en gros, je vais dire deux choses. Alors même avant alors Aymeric a parlé d'FCR, on a eu une question sur ce que signifiait l'FCR, et puis ensuite après Maël a parlé de service système. Donc là, je vais résumer tous ces mots en un seul, c'est que tous ces mots sont à très grosse maille un peu des synonymes, et ils signifient vendre de la flexibilité au réseau de transport, électricité, donc en France c'est RTE. Et en effet, il y a plusieurs produits de flexibilité. Donc, le premier, qu'on appelait avant réserve primaire, qu'on appelle maintenant FCR, c'est un acronyme qui veut dire réserve réserve de limitation de variation de fréquence, en fait, c'est ça que ça veut dire, ce qui permet, dès que la fréquence s'éloigne de la cible de 50 Hz, ce qui permet d'arrêter la déviation. Et elle est suivie en quelques secondes après par l'enclenchement d'une seconde réserve qui s'appelle AFRR,
pour Automatic Frequency Restoration Reserve, qui veut dire réserve de restauration de fréquence automatique, qui du coup s'enclenche aussi automatiquement et qui vient non pas arrêter la déviation de fréquence, mais remettre la fréquence à sa valeur cible de 50 Hz. Puis après, il y a d'autres services systèmes que je n'évoque pas ici. Mais en gros, voilà. Donc, dans l'ensemble, on cherche à vendre de la flex au réseau et le réseau a besoin de flexibilité. Et du coup, moi, j'ai deux choses à dire aujourd'hui et très franchement, on pourra s'arrêter dans 40 secondes parce qu'après, je n'aurai plus rien d'intéressant à dire. Premièrement, c'est que, bien sûr, sur ces marchés de services système, ce sont bien des marchés sur lesquels il convient de fabriquer des prévisions de prix. Et c'est justement ce qu'on a développé avec Kepler, à savoir être capable de présenter des forecasts de prix de services systèmes qui soient cohérents avec des forecasts de prix d'énergie. Je vais essayer d'expliquer par des exemples un peu graphiques ce que ça représente et comment ça se fait. Et donc, évidemment, le forecast de prix ont un impact prépondérant sur le modèle d'affaires du stockage en France et partout dans les pays où il y a des marchés de flexibilité. Premier sujet. Et deuxième sujet, alors que c'est peut-être un peu moins intuitif, mais en fait, quand on fait de l'hydrogène vert, on va le faire avec de l'élec. Et si cette électricité, donc avec de l'élec et donc avec un électrolyseur, et donc si cet électrolyseur est connecté au réseau, ce qui est un choix prépondérant aujourd'hui, mais bon, il changera peut-être. Mais si cet électrolyseur est connecté au réseau, alors cet électrolyseur lui-même est un actif flexible et par conséquent, il peut vendre de la flex. Bon, très bien. Et quel intérêt? L'intérêt, c'est que ça fait baisser le prix d'hydrogène. Nous, je vais vous montrer en quelques secondes qu'on peut le faire baisser là largement de 1 euro du kilo, ce qui n'est pas du tout négligeable, étant donné que c'est un peu le nerf de la guerre, en tout cas de la guerre de l'hydrogène. Alors, premier sujet que je vais montrer. Alors, là aussi, je vais rester un peu évasif sur les niveaux de prix. Je suis un peu désolé. Ça correspond à des scénarios qu'on a fait par ailleurs. Donc, il n'y a pas d'axe des Y sur ce graphique. Et mes plates excuses. Mais en fait, donc j'ai parlé des services systèmes. J'ai dit qu'il y en avait un qui s'appelait AFRR, qui était le deuxième. En France, le marché devait s'ouvrir en 2022. L'ouverture du marché a été repoussée de quelques années. Je ne rentre pas dans ces détails parce que c'est évidemment un peu un soap opéra. Et je suis ravi de répondre aux questions après sur le sujet de la plateforme Picasso. Mais en gros, ce qu'on regarde, nous, c'est on imagine en fait, suivant des forecasts de prix qu'on a fait et que j'évoquerai juste après, on regarde comment un stockage qui est connecté au réseau pourra maximiser son revenu sur ce futur service système d'AFRR, enfin sur ce service système d'AFRR. Et ce service système, en fait, a deux composantes. Une composante bleu clair qui est une composante de réservation où on est payé en euros du mégawatt de l'heure. Donc là, ça ressemble pour ceux qui connaissent, à la FCR, voilà, avec des niveaux qui sont pour l'instant qui ont été assez élevés quand le marché s'est ouvert et qui ont vocation à rester, je pense, un petit peu élevés dans les années qui viennent. Et cette énergie, les actifs, une fois réservés, par période de quelques heures, peuvent être activés à la hausse ou à la baisse pour justement aller vendre l'énergie. Voilà. Et donc, ce qu'on remarque, nous, c'est que quels que soient les scénarios qu'on envisage, on voit bien que c'est toujours plutôt la réservation qui paiera plus que l'énergie et qu'à terme, même si les prix de réservation resteront élevés, pendant quelques années, ces prix finiront par s'amenuiser. Alors, maintenant, si je traduis ça, alors là, il faut que vous restiez avec moi, là, parce que du coup, j'ai plein de trucs à vous dire sur ce graphique. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas regardé que la FRR, je suis allé regarder un stockage connecté réseau dans une logique de scénario de prix qui ressemble à celle qu'on fait avec Emric, donc là, qui est un peu exemplaire. Donc, on avait volontairement fait ce scénario de prix qui commençait en décembre 2020. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder l'année 2020, puisque 2020, il n'y a qu'un mois, donc elle n'a aucun intérêt. Mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on remarque déjà? Bon, alors, première chose qu'on remarque, c'est que les couleurs changent. Voilà. Ça, c'est pas dur. On voit qu'on passe du bleu au vert. Puis après, on regarde la légende, on se dit, ah, tiens, le bleu, c'est la FCR. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ici, on est en train de dire, en fait, c'est un scénario qui est un peu extrême, qui ne se produira pas aussi rapidement, mais peu importe, il permet d'être pédagogique. Première chose qu'on voit, c'est que d'une part, ce que nous pensons, nous,
collégialement à Clean Horizon, c'est qu'à terme, les revenus d'FCR vont s'amenuiser. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont s'amenuiser? Je ne sais pas si vous avez noté que Emeric présentait plusieurs forecasts FCR et disait oui, bon, ça dépend de la pénétration du stockage, et il est passé un petit peu vite parce qu'il a bien raison d'être consciencieux de la confidentialité. Mais pourquoi? En fait, plus on a de stockage sur le réseau, le stockage étant l'actif qui fournit la FCR au prix marginal le plus faible, en théorie, plus on a de stockage, plus on a tendance à baisser le prix de FCR. Bon, premier sujet, donc nous, dans ce scénario très extrême que je présente ici, je montre que la FCR va petit à petit disparaître. Deuxième sujet que je montre, tiens, on voit qu'en 2024, il y a du noir et du bleu foncé qui arrivent. Ah, tiens, du noir et du bleu foncé, ah bah, ça tombe bien, vous retrouvez un peu le pattern que j'ai montré avant d'AFRR. Donc AFRR, donc la capacité en noir, et puis la réserve et l'activation en bleu foncé, voilà, et qui reste relativement élevé pendant la décennie, puis qui diminue ensuite. Ensuite, troisième chose qu'on voit, on voit du vert. Alors là, du coup, on ne comprend plus grand-chose parce qu'il y a du vert, clair day ahead, du rouge et du vert foncé. En fait, tout cela sont la même chose. Ce qu'on dit ici, c'est qu'on va jouer sur les spreads. Donc, on va acheter l'énergie pas cher et on va la revendre cher. Sur le marché des head en vert clair, sur le marché du balancing, qu'en France on appelle le marché d'ajustement, et surtout on fait un truc qui est un petit peu malin, c'est qu'on va acheter sur un marché et revendre sur l'autre au même moment sans nécessairement faire d'activation. Ça, je pourrais répondre aux questions sur ce que ça veut dire, et c'est ce que nous, dans notre jargon, on appelle du cyclage virtuel. Et c'est cette partie vert foncé. Donc on peut s'imaginer qu'on achète sur un marché et qu'on revend sur l'autre au même moment, ce qui fait que net, on ne fait rien. Et alors, un autre sujet qui devient peut-être intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'au bout d'un moment, à la fin, pour l'année 2030 par exemple, et après, on remarque que bon, bah, la proportion, tout ce qui touche au marché des head augmente énormément par rapport en tout cas aux premières années. Alors pourquoi ça? Alors, et donc là, c'est là qu'on retrouve un peu la finesse des forecasts de prix de marché et de prix de service système. Pourquoi? Premièrement, nous, ce qu'on dit, bon, sans prendre trop de risques, c'est que d'ici 10 ans, il y aura quand même plus de renouvelables. Plus de renouvelables, ça veut dire qu'il y aura des prix forcément plus faibles à midi quand il y aura beaucoup de solaire, et donc probablement des spreads plus élevés dans la journée. Notamment, pourquoi les spreads auront tendance à augmenter? Parce que bien que le prix d'énergie et de gaz, en tout cas, ait tendance à baisser, en tout cas, le prix du carbone aura tendance à monter. Si bien que la différence de prix entre le soir, où on aura du gaz, et le midi, où on aura du renouvelable, va avoir tendance à augmenter. Du coup, les spreads augmentent. Mais qu'est-ce qu'on remarque aussi? Les spreads augmentent, du coup, les revenus sur le marché day ahead augmentent. Par contre, vous remarquez aussi que dans ce scénario extrême et didactique qu'on a fourni, les prix d'AFRR diminuent. Du coup, le stockage n'a en fait plus grand-chose de mieux à faire que d'aller sur le marché de gros. Du coup, même si les spreads sont élevés, il y va entre guillemets trop souvent. Et du coup, une plus grosse partie de son revenu est dédiée au marché de gros. Et donc là, du coup, vous comprenez que lorsqu'on va faire des forecasts de prix de services systèmes notamment, il faut bien sûr qu'on s'intéresse aux fondamentaux des marchés d'énergie. Vous voyez, je l'ai fait avec les mains en parlant du prix du gaz, du renouvelable, mais il faut aussi qu'on s'intéresse aux fondamentaux de la façon dont le stockage agit sur les marchés, puisqu'on s'intéresse au coût d'opportunité pour le stockage d'aller se vendre. Et donc, du coup, vous voyez que je mélange un peu à dessein deux notions. La notion qui est de comment le stockage gagne sa vie, mais surtout comme j'ai besoin de savoir comment le stockage gagne sa vie, puisqu'il agit sur des marchés qui sont peu profonds comme les services systèmes, et que par conséquent, la façon dont le stockage gagne sa vie va elle-même avoir un impact sur les services systèmes. Alors, du coup, je vais passer. Alors là, je vous ai présenté le sujet sur le stockage. Bon, alors maintenant, on va faire la même chose sur l'hydrogène. Et du coup, j'ai deux choses à dire sur l'hydrogène. La première, c'est qu'en théorie, bien sûr, un électrolyseur étant flexible, il peut faire de la FCR. Vous savez, c'est ce service très rapide où on laisse un mégawatt osciller entre 0 et 100% de façon à louer de la fréquence des mégawatts au réseau. Alors là, j'ai fait un dessin hyper simple. Qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que c'est bien mignon de vouloir faire de la FCR avec un électrolyseur. Et si je veux donner 1 mégawatt de FCR avec l'électrolyseur, il faut bien que j'ai au moins 2 mégawatts d'électrolyseur. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'électrolyseur puisse monter et descendre. Donc, il faut qu'il soit en train de consommer et que donc il soit à un point médian de 1 MW avec la capacité de monter de plus ou moins 100%. Oui, bah donc du coup, vu le prix au mégawatt de l'électrolyseur, deux choses. Un, avec les prix actuels de FCR, c'est peut-être rentable, mais par contre, et on parlera des prix de batterie dans quelques secondes, en tout cas, je pense qu'il y aura des questions, en fait, on a une façon de fournir la FCR qui est
au moins 2 fois plus cher qu'avec une batterie. Du coup, c'est peut-être rentable, mais c'est sûrement pas le plus rentable. Du coup, c'est pas forcément le plus malin. Bon, bah, du coup, je suis un type assez binaire, hein. La réserve primaire, elle ne marche pas, bah, j'essaie la secondaire, hein, pourquoi pas. Vous voyez, c'est assez simple, hein, finalement, le stockage et l'hydrogène. Du coup, bah, je me pose la même question. Alors, je vous laisserai lire ce graphique après, il y a beaucoup de mots, mais en gros, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on imagine un électrolyseur, vous voyez, qui marche toute la journée à 1 mégawatt et qui, du coup, a la capacité de se baisser. Ce que je ne vous ai pas dit, mais je vous le donne maintenant, la FRR, c'est une réserve qui est symétrique, enfin, en tout cas asymétrique. Je peux décider de la faire à la hausse ou à la baisse, ou les deux. Donc, vous voyez, mon électrolyseur, là, bah, je considère qu'il est à la baisse toute la journée. Et je considère aussi que, étant donné le petit stockage d'hydrogène qu'il a à côté, ou alors son plan de charge vis-à-vis de son client, mais très simple, qui peut en gros s'effacer pendant 1 heure. Et que du coup, pendant 1 heure, bah, il peut s'éteindre, si vous voulez. Du coup, pendant cette heure-là, il pourra aller vendre de l'énergie et être présent sur la FRR Up. Alors maintenant, qu'est-ce que je regarde? Alors, accrochez-vous, là, j'ai mis des chiffres parce que sinon, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce que je fais? Je fais mon électrolyseur est capable de vendre de la réserve d'AFRR et un petit peu d'énergie d'AFRR dans ce que j'ai montré. Et donc, qu'est-ce que je vous montre? Je fais plein de calculs, je suis un peu discret sur mes hypothèses parce que je n'ai pas trop envie d'ouvrir des débats sans fin, mais en tout cas, je vais vous donner un ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est quoi? C'est je traduis les prix d'AFRR dans mes forecasts de prix, etc. J'ai traduit en économie que ça représente par kilogramme d'hydrogène produit. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le simple fait d'offrir cette flexibilité au réseau peut, en tout cas au début, quand les prix d'AFRR sont assez élevés, baisser le prix d'hydrogène jusqu'à 1 euro du kilo, même un peu au-delà d'1 euro du kilo. Bon, évidemment, ça baisse au fil des années quand les prix de flexibilité augmentent. Mais voilà, le message que je veux faire passer ici, c'est que toute la finesse, l'intelligence qu'on a, un collectif, hein, je ne parle pas que de nous, hein, qu'on a dans la prévision des prix de marché, la compréhension des mécanismes de flexibilité. Bon, alors, le très mauvais côté pour tous les investisseurs, c'est que depuis que je parle que de machin marchand, donc du coup, avec pas beaucoup de revenus garantis, hein, pour faire simple, même quasiment pas du tout, parce que je n'ai pas parlé de marché de capacité. Donc, en gros, tout ça, c'est très difficile à financer, ce n'est pas très bancable. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ça produit un upside intéressant en tout cas pour l'hydrogène, dans les prix de vente d'hydrogène que je pourrais assurer une fois, une fois, une fois, une fois qu'on produit cet hydrogène. Voilà, donc merci en tout cas de votre attention. Ça, c'est mon équipe il y a 1 an. Du coup, maintenant, on est plus nombreux et d'ailleurs, on embauche. Donc, passez-moi des coups de fil. Voilà. Ah, je vais vous mettre mon email. Attends, Patricia, je mets mon email pour qu'il m'envoie leur CV. Voilà. Regarde, il est là. Vous avez vu? Voilà. Merci Ok. beaucoup. À vos questions. Merci, merci Mickaël. Effectivement, le message est passé sur le recrutement. Alors, effectivement, on va revenir là-dessus. Alors, je vais redonner la parole à Maëlle, puisque forcément, puisque vous envisagez de développer donc des briques, que ce soit briques hydrogène, briques stockage en complément de vos actifs ENR, forcément, vous travaillez sur ces modèles de rémunération pour ces différentes briques. Donc, comment vous les abordez? Comment vous intégrez ça? Sur quel type de modèle de rémunération vous travaillez? Est-ce que ça correspond à ce que Mickaël vient de nous présenter il y a quelques minutes? Oui, tout à fait. Merci, Mickaël, pour ces éléments. Ce qui est marrant, c'est qu'en effet, de notre côté, cette volatilité, elle va stimuler la mise en place de systèmes de stockage où on va pouvoir, entre guillemets, en profiter, mais elle va également stimuler pour nous l'envie d'aller sécuriser des prix sur du moyen long terme. Et typiquement, la production d'hydrogène fait partie de ces options qu'on regarde avec beaucoup d'attention, puisque nous, on a plusieurs projets sur lesquels on travaille avec des partenaires pour voir dans quelle mesure l'hydrogène peut faire sens au niveau du territoire et fournir un débouché qui permette de, si on veut, s'affranchir de cette volatilité en ayant un prix fixe contractualisé sur 15 ans, 20 ans. Ce qui est très intéressant et que j'apprends aussi aujourd'hui, c'est que l'hydrogène peut également contribuer
au service système et de ce fait à venir réduire le coût de production de l'hydrogène, parce que c'est vraiment aujourd'hui un des points clés lorsqu'on parle d'hydrogène renouvelable, d'hydrogène vert, c'est qu'actuellement ça coûte bien plus cher de le produire qu'une façon classique, et donc le prix de l'électricité est déjà un facteur clé. C'est la raison pour laquelle nous on réfléchit à implanter des installations à proximité directe des actifs pour justement s'affranchir d'un usage du réseau et avoir une connexion directe. Et demain, si on peut envisager d'optimiser ce coût par l'intermédiaire de services systèmes, alors qu'ils font bien sûr l'objet d'un arbitrage entre le coût d'investissement qu'on peut avoir sur l'unité et du surdimensionnement pour pouvoir satisfaire ces services systèmes et la réduction qu'on a sur le coût final du CO2. Donc, en effet, c'est des modèles qu'on regarde. L'hydrogène, c'est vraiment une des options privilégiées dans le sens où ça fait sens au niveau des territoires. Ça permet également de permettre à d'autres industries de se décarboner, autre que par l'électricité. Tout l'enjeu pour nous, ça va être d'arriver à produire un électron vert qui soit compétitif, pour, in fine, avoir un coût d'hydrogène qui soit également compétitif. Sur la partie ensuite stockage à proprement parler, en effet, en fait, cette brique stockage, aujourd'hui, nous, on l'envisage beaucoup dans une approche hybride, dans le sens où elle viendrait nous aider à connecter les centrales de façon plus intelligente. Aujourd'hui, une des grosses contraintes qu'on a, nous, en termes de développement, c'est quelle solution pour raccorder les actifs. On a des turbines, des panneaux dont la puissance augmente chaque année. On en est très heureux de cet apprentissage technologique, de cette évolution des performances. Il faut qu'on ait ensuite les solutions pour les connecter. Et dans ce cadre-là, en fait, la brique stockage peut nous permettre justement de mettre en place des options nouvelles telles que de l'écrêtement de production notamment, et également, dans un second temps, de pouvoir participer à ces services systèmes. Alors, on a une première expérience, nous, en Allemagne, où on a eu l'occasion de détenir une unité de stockage à proximité d'un parc. Ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait de très fortes fluctuations, en effet, des revenus lorsqu'on considère cette unité de production, enfin de stockage à part entière. Alors, aujourd'hui, depuis quelques mois et sur les années passées, c'est plutôt au beau fixe, mais voilà, il y a des très grosses fluctuations. Ce que ça nous a souligné aussi, c'était la nécessité de coupler plusieurs finalités au stockage. On l'a vu sur les graphiques de Michael, ce n'est pas une seule finalité. Aujourd'hui, on peut participer à la réserve primaire, secondaire, réaliser des arbitrages prix également entre des prix nuit, des prix pic. Donc, ça, c'est un point aussi important lorsqu'on parle de stockage, d'avoir cette vision transverse. Et donc, nous, à l'heure actuelle, on ne l'aborde pas tant comme un actif à proprement parler, mais plutôt comme un facteur clé de succès pour faire émerger nos projets et essayer d'être plus smart dans notre connexion au réseau. Et on est convaincu que c'est une solution d'avenir pour diversifier nos méthodes de raccordement. Voilà, et pas uniquement se limiter à un raccordement à puissance nominale de nos actifs. Moi, la question que j'ai en tant que développeur lorsqu'on aborde ces sujets hydrogène, stockage, c'est dans quelle mesure les coûts d'électricité, cette augmentation permet également de couvrir les coûts d'augmentation des CAPEX. C'est vrai que c'est un petit peu des évolutions parallèles qu'on observe, nous, et qui sont quand même dimensionnants demain dans nos décisions d'investir ou pas dans ce type d'actifs. Comment effectivement la forte hausse des CAPEX que vous constatez peut être compensée par la hausse des prix de vente. Alors, je ne sais pas qui de Michael, Aymeric peut répondre. Je peux dire un point à ce sujet.
Oui, et en plus, il y a une question, là, j'ai dit que je répondrais en direct, mais en gros, les CAPEX, un projet de stockage, bon, c'est pas très compliqué. En tout cas, pour le stockage, il y a une composante par mégawatt, une composante par mégawattheure. Voilà. Donc, par mégawatt, c'est 250 000 euros du mégawatt à peu près, en tenant compte voilà, de toutes les externalités. Et ça ne change pas trop. Pas trop changé. C'est juste que c'est plus long, beaucoup plus loin qu'avant d'avoir des transfos, mais le prix ne change pas trop en moyenne. Et après, il y a une composante par mégawattheure qui est, qui est aujourd'hui, ça c'est pour acheter des racks de batterie. Ce prix-là était de 170 000 euros du mégawattheure il y a, je sais pas, 1 an et demi, et il est passé à 250 000. Donc les CAPEX de la partie batterie a augmenté de 50%. Mais bon, sur un projet, si c'est un projet d'1 heure, ça fait un CAPEX commande de 30%. Après, si c'est un projet de 10 heures, c'est un CAPEX commande de 50%. Mais peu importe, les prix de la flex, en fait, ont augmenté peut-être de 100%. Donc là, tout va bien. Tout va bien, sauf qu'aujourd'hui, vous développez un nouveau projet. Il faut peut-être 2 ou 3 ans vraiment pour qu'il soit mis en service. Si vous commencez aujourd'hui d'une feuille blanche, et la cata, évidemment, c'est d'acheter aujourd'hui, en gros, d'acheter dans un an, mettons, des batteries à des prix qui seront très, très élevés, peut-être encore plus élevés qu'aujourd'hui. Et puis, comme l'évoquait Aymeric, avec une situation qui peut-être se normalise sur le plan énergétique dans 3 ans, et là, c'est la cata. On va retrouver des CAPEX élevés et des prix. Alors, certes, je pense qu'ils seront moins bas qu'avant. Enfin, c'est difficile à dire, ça dépend des hypothèses, mais qui resteront pas au niveau d'aujourd'hui. Donc, c'est ça, la difficulté, elle est là. Après, évidemment, ceux qui ont du stockage déjà présent aujourd'hui, aujourd'hui, il y a quelques centaines de mégawatts, par exemple, en France, qui sont déjà connectés ou quasiment connectés. Là, ça va. Là, ça va parce que ceux-là, évidemment, ont acheté des batteries pas chères il y a 2 ans. Et maintenant, voilà, c'est top, top là. Ça Voilà. veut dire que pour les autres, mode Ah, pause, hein. sur les autres, c'est compliqué. Mm. C'est compliqué, ça dépend. Puis, il y a beaucoup d'incertitudes sur les dates de fourniture des batteries. Les délais sont rallongés. Plus compliqué. Plus compliqué. Voilà. Il y a plein d'autres Alors, on va questions. peut-être prendre, oui, on va peut-être prendre des questions, puisqu'on a pas mal de questions des participants. D'ailleurs, une là sur, à votre avis, est-ce que les prix des batteries vont diminuer, surtout que les approvisionnements sont énormes? Là, aujourd'hui, pour l'instant, les batteries viennent de Chine. Donc là, il me semble que c'est après-demain la consécration ultime de Xi Jinping, c'est ça? Donc, du coup, quand il sera redevenu dictateur pour au moins 10 ans de plus, peut-être qu'il va se détendre sur le zéro Covid. Parce qu'en fait, le sujet, c'est que Xi Jinping est complètement fou et qu'il ferme des usines et des villes parce qu'il veut que personne n'ait le Covid, hein, ce qui paraît un petit peu fou. Et du coup, ça fait partie des choses qui contraignent énormément la chaîne de valeur. Il n'y a pas que la guerre d'Ukraine, hein. Donc, de ce point de vue-là, bon, on ne sait pas du tout. Un dictateur, ça fait ce que ça veut. Ensuite, il y a peut-être une logique industrielle qui est quand même à horizon 3-4 ans de rapatrier énormément enfin, plutôt de localiser énormément de production en Europe ou près de la consommation des batteries. Donc, il y aura forcément une tendance baissière sur les prix. Alors, c'est quand même un petit peu difficile de donner Nous, quand on fait des forecasts de prix, oui, on dit que les prix vont baisser. Après, De quel il y a des ordre? comptes qui vont probablement retourner à terme vers les prix qu'ils avaient en 2019, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, Mm. 170 $. Mais vous voyez, comme il y a une composante enfin, psychiatrique dans ces prix-là, à savoir celle d'un dictateur, très franchement, bon, les forecasts, c'est un petit peu dur quand même. Alors, une autre question sur l'hydrogène vert. Avec les prix du gaz actuels, l'hydrogène vert couplé à la flex est-il à court terme compétitif face à l'hydrogène gris produit à partir de SMR? Quel est le delta de prix à court terme? Alors, excellente question. Du coup, en gros, alors là, comme ça de tête, difficile de le faire, mais si je fais un calcul hyper simple, si je reprends les marges que montrait Aymeric au début, ouais, c'est pas très compliqué. Avec 1 mégawattheure de gaz, ok, vous pouvez faire une certaine quantité d'hydrogène. Mémoire, ça doit être 18 kilos. Non, je sais plus. Enfin, vous pouvez faire une certaine quantité d'hydrogène en SMR. euh, ou alors, vous pouvez convertir ce gaz en électricité, en gros, et faire de l'hydrogène avec ce gaz-là. Mais du coup, quand vous convertissez du gaz avec cette électricité-là, quand vous convertissez du gaz en électricité,
il vous faut, vous avez dans une CCGT, vous avez environ 40% de pertes. Et donc, même si vous voulez, ce n'est pas de l'électricité qui vient du gaz qui fait de l'électricité, excusez-moi, même si l'électricité pour faire l'hydrogène ne provient pas du gaz, son prix par le mécanisme de formation des prix marginal qu'évoquait Émeric, son prix est indexé, si vous voulez, sur le prix du gaz. Donc, plus le gaz augmente, moins c'est bon pour l'hydrogène vert. Pourquoi? Parce qu'il y a ce facteur de perte lié à l'efficacité du CCGT qui est largement supérieur. Enfin, on perd beaucoup plus d'énergie en convertissant le gaz en élect dans une CCGT qu'en faisant du SMR, donc de l'hydrogène gris, à partir de méthane directement. Donc, plus le gaz est cher, plus c'est mauvais signe pour l'hydrogène vert. C'est faux de penser que si le gaz naturel est cher, c'est une bonne nouvelle pour l'hydrogène vert. C'est une très, très mauvaise nouvelle. Voilà. Ensuite, et je ne pense pas, alors après, il faudrait faire des calculs pour répondre à cette question qui est un peu quantitative, mais c'est pas certain. C'est compliqué quand même, je pense, d'être en compétition avec l'euro, si vous voulez, que je gagne. Je pense qu'une augmentation du prix du gaz conséquente efface très vite cet euro de flex que j'ai évoqué. Voilà. Donc, c'est à double tranchant, évidemment, d'avoir quelque chose qui est connecté réseau. D'accord. Ah, peut-être une question pour Émeric. Cette dame pourra me réécrire après, je lui expliquerai mieux. Là, j'ai un peu raté. Mais une explication sur mesure, donc par la suite. Alors, sinon, effectivement, pour Émeric, pourriez-vous réexpliquer quelles sont les causes des baisses des prix de la FCR dans les années à venir, effectivement, que l'on voyait sur votre graphique? Rapidement, c'est lié à la baisse des prix de l'énergie, c'est-à-dire que c'est une question de coût d'opportunité. Est-ce que vous vendez sur les marchés de l'énergie? Est-ce que vous vendez sur les services systèmes? On va vers une baisse des prix des prix de l'énergie. Donc, mécaniquement, il y aura cette baisse sur le prix de la FCR. Et puis, en plus, on peut imaginer qu'avec le retour des centrales nucléaires, etc., on est quand même une offre de FCR qui soit un peu plus importante que ce qu'elle a pu être dans ces derniers mois, on va dire. D'accord. Autre question, à quel niveau de production par mégawatt installé devient-il économiquement intéressant d'installer du stockage? Alors, en fait, tant qu'on est au-delà de quelques mégawatts, mettons 5 ou 10, grosso modo, les prix unitaires sont les mêmes. Et comme on est payé au mégawatt, si vous voulez, il n'y a pas la quantité de mégawatts n'influe pas tellement sur le business plan. En gros, il y a 3 domaines. Il y a en dessous de quelques mégawatts, où là, c'est très très cher au mégawatt, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Et il y a au-dessus de 100 mégawatts, où on peut commencer à avoir des économies d'échelle, mais entre, je sais pas, 5 et 99, c'est quasiment linéaire. Donc, en fait, la question ne se pose pas tellement en ces termes-là, elle se pose plutôt en termes de mégawattheure par mégawatt, donc en heures en fait, de stockage. Et là, en fait, ce qu'on constate, c'est que plus on s'écarte des marchés qui étaient trustés par la FCR, où c'était une batterie d'1 heure suffisait largement, plus on se rend compte qu'il faut qu'on aille faire autre chose, plus on va se diriger vers des batteries de 2 heures, voire de 3 heures. Et dans certains pays, ce n'est pas encore vraiment le cas en France, de 4 heures. Là, c'est dans des pays comme la Belgique, par exemple, on va vraiment avoir besoin de fournir de l'énergie à la pointe quand on a un problème de flexibilité qui dépasse uniquement l'équilibrage de fréquence. Donc, c'est plutôt, j'aurais plutôt regardé en heures. Et nous, quand on regarde des projets français, on est plutôt ça dépend, mais on est plutôt en moyenne sur 2 heures. Voilà. Bon, ça dépend de plein de trucs, mais ça dépend de votre forecast de prix. Mais on constate que sur 2 heures, c'est plutôt vers là qu'on va. Nous, d'autres vont ailleurs. D'accord. On va repasser une autre question sur l'hydrogène, peut-être pour Michael et Maël aussi. Le gain dû à la flexibilité des électrolyseurs baisse dans le temps. Du coup, est-ce que cela va-t-il vraiment inciter à les développer? Et Maël, j'imagine que forcément, c'est quelque chose qui entre en ligne de compte dans vos perspectives de développement, cette baisse dans le temps de la flexibilité des électrolyseurs. Oui, bien sûr, c'est un point à prendre en compte. Après, ce qu'il faut garder à l'esprit aujourd'hui, nous, ce qui nous stimule dans la mise en place de ces projets hydrogène, c'est vraiment la production à part entière et de ce que je comprends là au fil des présentations et des échanges avec notamment Michael, c'est que c'est vraiment un effet entre guillemets supplémentaire qu'on peut aller capter par cet intermédiaire-là.
Donc aujourd'hui, nous, la réflexion, elle est vraiment fondée sur la finalité première de l'électrolyseur. Après, à voir dans quelle mesure on peut arriver à optimiser par cet intermédiaire-là, ça reste toujours une question ouverte à notre niveau, mais qui est très intéressante vu les ordres de prix qu'on parle, donc d'à peu près 1 euro. Ce qui était évoqué tout à l'heure, lorsqu'on parle de prix final entre 7 et 10 euros sur l'hydrogène, c'est quand même des niveaux substantiels, quoi. Donc voilà, un petit peu dans quelle mesure nous, on aborde ce sujet-là. Oui, voilà, enfin, moi, je n'ai rien à rajouter. Ben, un producteur d'hydrogène, d'abord, il produit de l'hydrogène, quoi. Et après, ben, il essaie de le faire dans les meilleures conditions. Donc, moi, ce que je présente, oui, c'est un bonus, quoi. Mais on ne fait pas un électrolyseur pour faire de la flex, quoi. Oui, c'est un revenu complémentaire, Voilà, effectivement, exactement. par rapport à sa vocation initiale. Une question sur le mécanisme de capacité n'est pas pris en compte. Oui. Pour quelle raison? Non, mais aucune, hein, c'est juste que je ne l'ai pas mis. Non, mais en fait, c'est tout. Enfin, bon, ok, je vais mettre plein de commentaires sur cette slide parce qu'il y a trop de commentaires dessus. Mais clairement, non, mais un marché de. Évidemment, ça rentre en compte. Là, je ne l'ai pas mis parce que ça sortait d'un autre truc, mais sans aucun intérêt. Mais en effet, une batterie, notamment en France, est éligible au mécanisme de capacité qui rémunère d'ailleurs en fait très bien, hein, plus de 20 000 euros du mégawatt de l'année, même pour des batteries d'une heure. Donc évidemment, c'est oui, bonne remarque, erreur, faute, je serai châtié. Ça rentre en Alors, compte. on va pas aller jusque-là peut-être. Pour une autre question rapidement, pourriez-vous nous indiquer un ordre de grandeur du coût des solutions de stockage en fonction de la taille du stockage? Bah, c'est ce que je disais, on est par mégawatt est à 250 000 euros du mégawatt. Et par mégawattheure, 250 000 euros du mégawattheure aujourd'hui. Donc, une batterie de 1 mégawatt, 1 mégawattheure, elle coûte du coup 250 plus 250, ça fait un demi-million. Et une batterie de 1 mégawatt, 3 mégawattheures, elle coûte 250 plus 750, ça fait 1 million d'euros hors de grandeur. Voilà. Et donc, comme j'évoquais avant, la partie batterie, 250 000 euros du mégawattheure, ont pris 50% en un an. Et en plus d'avoir pris 50%, ils ont pris du délai. Aujourd'hui, les délais sont énormes. Ils se calculent c'est plus de 18 mois quoi, pour avoir des batteries. Alors, juste peut-être une dernière question que je vais ajouter moi, puisqu'on a parlé, forte volatilité, en même temps, on va de plus en plus sur le marché. Donc, la bancabilité des projets, c'est pas tellement rassurant, effectivement, pour les banques traditionnellement prudentes qui observent ces business models. Mais est-ce que ça pose des problèmes, très concrètement, quand vous allez voir votre banquier, qu'effectivement, vous êtes sur des business models avec une telle volatilité des prix et donc potentiellement des revenus que vous pouvez mettre en face du prêt que vous allez devoir rembourser? Ouais, c'est un vrai sujet d'actualité qu'on a, que ce soit sur les actifs de production, tout comme des actifs de type stockage. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos partenaires banquiers et prêteurs ont l'habitude de travailler sur des schémas avec de la stabilité sur 15 ans, 20 ans, avec des contreparties qui sont solides. Aujourd'hui, quand on commence à se projeter sur des modèles avec une forte volatilité, une incertitude qui est quand même prépondérante, mais également, en fait, lorsqu'on leur propose des contrats plus long terme, se pose la question de la bancabilité, de la solidité de la contrepartie. Donc, il y a un vrai travail ici de coopération sur ces sujets à faire avec ces partenaires parce qu'ils sont clés dans le développement de ces actifs. L'avantage qu'on a chez VSB, c'est qu'on est un acteur européen. Donc, c'est vrai qu'on a des pays sur lesquels ces solutions en Europe sont d'ores et déjà d'actualité. Donc, tout l'enjeu, ça sera de voir dans quelle mesure on peut, à travers une approche européenne, à la fois au niveau des acteurs bancaires, voir comment profiter aussi des avancées dans d'autres pays sur ces sujets-là pour nous, demain, aussi être un acteur en France prépondérant sur ces sujets, quoi. Très bien, merci Mickaël. Peut-être le mot de la fin sur justement cette dimension de bancabilité et de difficulté, effectivement, pour les développeurs d'arriver avec des modèles de rémunération qui sont
pas si simple à appréhender du point de vue du financeur. Michael, il faut remettre le micro. Le micro. Le micro, là, on ne… Oui, pardon. Oui, voilà. Oui, non, du coup, en fait, tout le sujet, en effet, c'est de, pardon, oui, je parlais dans le vide, du coup. Tout le sujet, c'est de parvenir à en tout cas, pour des acteurs bon, comme nous, hein, pour Clean Horizon ou Kepler, c'est d'arriver à convaincre que les forecasts de prix qu'on produit, en fait, sont les plus logiques, étant donné notre compréhension des fondamentaux de l'énergie, c'est plutôt du côté Kepler, et de comment le stockage va influer ces scénarios de prix. Et ça se fait, très franchement, ça se fait investisseur par investisseur, banque par banque, et on y va, quoi, hein. Voilà. À un moment donné, il faut être cru. Voilà. Ok, donc c'est de la discussion one-to-one. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 10h01, donc nous allons nous arrêter. Merci beaucoup à nos 3 intervenants pour leur présentation et leurs interventions. Nous publierons un article dans quelques heures suite à ce webinaire sur Green Univers. Vous pourrez aussi retrouver le replay de ce webinaire et on transmettra les questions qui ont été posées. Et puis, avant donc de vous souhaiter une bonne journée, nous aurons d'autres webinaires, bien sûr, mais je me permets aussi d'attirer votre attention sur le grand événement que nous préparons pour 2023, la 2e édition du forum Time to Change, le fin mars à Deauville, où on va réunir 600 professionnels, les financeurs d'un côté, les porteurs de projets de la transition énergétique de l'autre. Merci beaucoup donc à nos experts, merci à tous les participants, et puis je vous souhaite une belle journée à tous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, Au revoir, merci. merci à tous, au revoir.